Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous retrouvons Alexandre Tournier, interne en 9e semestre de gynécologie obstétrique à Lille, pour revenir sur les étapes historiques de l'IVG en France, mais également pour faire un rapide état des lieux de l'interruption volontaire de grossesse dans le monde. Alexandre, à quand remontent les premières traces écrites de l'avortement ? L'avortement est une pratique qui a toujours existé. L'un des plus anciens textes sur le sujet, le Code Hammurabi, qui est un texte babylonien, date d'environ 1750 avant Jésus-Christ et interdisait l'avortement. Depuis l'Antiquité, les politiques ont tenté de contrôler la fécondité des femmes. Dans la Grèce et la Rome antique, l'avortement est réprouvé, mais aucun texte législatif ne l'interdit explicitement. Ce n'est qu'au IIIe siècle, avec l'expansion du christianisme, que les empereurs romains Septime Sévère et Caracalla punissent l'avortement dans des écrits. Quelques siècles plus tard, en 1869, le pape Pie IX déclare que l'âme est présente dès la conception. Il en découle une législation restrictive qui est encore en vigueur dans certains pays. Qu'en est-il en France ? En France, en 1810, Napoléon instaure dans le Code civil le crime d'avortement. Puis, en 1920, lors de l'après-guerre, une loi est votée interdisant l'avortement en France. La contraception est également passible d'une amende ou même d'une peine de prison. Le gouvernement espère ainsi augmenter le taux de natalité. Mais alors, comment faisaient les femmes ? Elles recouraient à toutes sortes de procédés. Ingurgiter des produits toxiques du genre chlorate de potassium, détergents, eau oxygénée, vinaigre, quinine, ayant pour seul résultat de se rendre malade. Ou alors, autre procédé, introduire plus ou moins adroitement dans l'utérus une aiguille à tricoter, une baleine de parapluie, etc. À part ces objets artisanaux, j'ai entendu parler de sondes manipulées par les faiseuses d'anges, nom que l'on donnait aux avorteuses à l'époque. Peux-tu m'en dire plus ? Ces sondes, une fois dans l'utérus, finissaient par déclencher une infection, un saignement, et la femme se présentait aux urgences de l'hôpital dans l'espoir de subir un curetage. C'est sans compter le fait que les médecins apprenaient, au cours de leurs études, à dépister les soi-disant avortements criminels et à les distinguer des avortements spontanés. Ils essayaient, malgré tout, d'empêcher les patientes de mourir. Mais si curetage il y avait, c'était sans anesthésie, juste pour les punir. En 1942, l'avortement est déclaré crime contre l'État. Les femmes y ayant recouru ou l'ayant pratiqué seront condamnées à la peine de mort. Par exemple, Marie-Louise Guiraud, une faiseuse d'anges, est guillotinée sous le gouvernement de Pétain. En 1956, certaines statistiques évaluaient à 800 000 le nombre d'avortements clandestins et à plus de 10 000 le nombre de patientes mortes par infection, embolie, hémorragie. Sans parler des séquelles, dont la stérilité. Mais alors, comment justifiait-on une telle situation ? Officiellement, c'était par respect pour la vie dès la conception. Mais sous cet angélique principe se cache la volonté de river les femmes à leur destin de reproductrices. Les femmes servent l'idéologie nataliste, qui s'appuie sur les bases religieuses ou patriotiques, c'est-à-dire renforcer la nation française face à l'Allemagne, puis face aux diverses immigrations. La France est donc à la traîne dans la lutte pour la diffusion de la contraception et la dépénalisation de l'avortement. Le planning familial anglais a été fondé dès 1921. En France, il faudra l'action de personnalités comme Simone de Beauvoir, puis de gynécologues comme Marie-Andrée Vaillalé et Suzanne Képès pour fonder en 1960 le mouvement français pour le planning familial, qui à l'époque ne pouvait que donner, plus ou moins clandestinement, des informations sur les contraceptifs. Rappelons que cette même année, 1960, la pilule était légalisée aux USA. Puis, peu à peu, lors des années 60, les arguments en faveur de la contraception et de la dépénalisation de l'avortement gagnent toutes les couches sociales, politiques et même religieuses. En 67, Lucien Neuwirth, un gaulliste, fait voter une loi autorisant la contraception prescrite par un médecin. Puis, sous l'impulsion de mai 68, s'épanouit un mouvement féministe multiforme qui prône la liberté sexuelle avec des groupes de femmes décidées à prendre leur vie en main dans tous les domaines, que ce soit la vie quotidienne, la vie sexuelle ou la santé. En 71, le journal Le Nouvel Observateur publie le manifeste des 343 rédigé par Simone de Beauvoir. Peux-tu nous en dire plus ? C'est une déclaration signée par 343 femmes qui annoncent qu'elles ont eu recours à un avortement au cours de leur vie.
Elle demande aussi la dépénalisation de celui-ci. Il est signé notamment par Gisèle Halimi, Catherine Deneuve et Jeanne Moreau. Ensuite, un procès en 72 fait beaucoup de bruit. C'est le procès de Bobigny. Une jeune femme mineure, âgée de 16 ans, Marie-Claire, a avorté après un viol. Marie-Claire, sa mère et les 3 femmes qui l'ont aidée à avorter sont poursuivies. Défendue par l'avocate Gisèle Halimi, la jeune fille est acquittée. 72 est aussi l'année où des médecins se regroupent dans le GIS, le groupe d'information santé. Tout cela pour apprendre la technique d'Harvey Karman, inventeur américain de la canule souple avec aspiration douce par seringue. Il publie le manifeste des 331 « Oui, nous avortons » et explique la méthode Karman dans un bulletin spécial distribué aux femmes. En 73 est ensuite fondé le Mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception. Ce mouvement, ainsi que le Mouvement français pour le planning familial, pratique des avortements Karman et aide les femmes à aller en Hollande ou Angleterre pour bénéficier de cette méthode. À noter qu'en Angleterre, l'avortement a été légalisé en 67 et qu'il était toléré en Hollande. Les femmes cessent d'être seules avec leurs problèmes. Elles veulent en parler, s'entraider. C'est une période foisonnante d'initiative et d'audace. Il en reste quelques slogans. Un enfant si je veux, quand je veux. C'est tellement plus chouette de vivre si l'on est désiré. Alors, sous la poussée de ces mouvements et de l'évolution de l'opinion, le président Giscard d'Estaing demande à Simone Veil de défendre une loi dépénalisant l'avortement. En 1975, la loi Veil est publiée au Journal officiel après de longs et violents débats au sein de l'Assemblée nationale. L'IVG peut être pratiquée par un médecin avant la fin de la 10e semaine de grossesse. Qui va ensuite obliger les médecins à mettre en place des structures adéquates. Les médecins ont droit à une clause de conscience et les choses ne vont pas si vite. En 1979, sur 1060 établissements publics, seuls 315 font des IVG. Des groupes de femmes continuent donc à pratiquer des avortements et accompagner les demandeuses en Hollande et en Angleterre. Des procès ont lieu pour pratiques illégales. À chaque fois, le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception fera de ces événements une tribune pour dénoncer les obstacles à une véritable libération de l'avortement. En 1979, des centres d'IVG sont créés pour permettre de recourir à l'avortement dans un lieu approprié. Puis, en 1982, la loi Roudy prévoit le remboursement de l'IVG par la sécurité sociale. 10 ans plus tard, en 1993, le délit d'entrave à l'IVG est créé par la loi Neyerts. Le fait de tenter d'empêcher une IVG est donc passible de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. En 2001, les mineurs acquièrent le droit d'avorter sans autorisation parentale. Depuis 2013, l'IVG est remboursée à 100% pour toutes les femmes, la contraception devient gratuite pour les filles de 15 à 18 ans, et en 2014, la notion de détresse pour une personne voulant avorter est supprimée et remplacée par le droit à choisir ou non de poursuivre une grossesse. Chaque année, en France, environ 220 000 personnes ont recours à l'IVG, c'est-à-dire 1,5% de femmes entre 15 et 49 ans par an, soit plus d'une femme sur 3 au cours de sa vie. Qu'en est-il du reste de l'Europe ? Les premiers pays d'Europe à avoir légalisé l'avortement dans les années 30 sont la Turquie, la Pologne, le Danemark, la Suède ou l'Islande. Mais uniquement dans certains cas particuliers, comme le viol, une menace pour la santé de la mère ou un risque de malformation du fœtus. En Pologne, où la religion catholique est très présente, l'avortement agite le débat public. Même si la loi de 1930 existe toujours, les médecins la remettent en cause, au nom de leur religion. Une déclaration de foi a été signée en 2014 par plus de 3000 pharmaciens et médecins catholiques qui s'engagent à refuser tout avortement et contraception. Selon les chiffres officiels, en 2013, seuls 752 IVG légales ont eu lieu, pour un pays de 38 millions d'habitants. Selon un rapport du Center for Reproductive Rights, entre 80 000 et 200 000 Polonaises avortent chaque année dans la clandestinité. Fin 2016, le gouvernement conservateur envisageait la suppression totale du droit à l'IVG. Ensuite, dans d'autres pays, l'IVG n'est légalisée qu'à partir de 2017 au Portugal et 2018 en Irlande. Elle est toujours illégale à Malte. En Italie, environ 80% des gynécologues refuseraient de pratiquer l'IVG en ayant recours à la clause de conscience prévue par la loi. Et dans le reste du monde, où ils en sont ? Selon les statistiques des Nations Unies, sur 50 millions d'avortements pratiqués chaque année dans le monde, 40% sont hors la loi. Et selon l'OMS, 13% des morts maternelles sont dues à des avortements illégaux avec des méthodes dangereuses. Parmi les pays arabes, seules la Tunisie et la Turquie n'imposent aucune condition à l'avortement. L'IVG est autorisée en Tunisie depuis 1973. En 1965, une première loi l'a légalisée pour les femmes ayant plus de 5 enfants. Au Maroc, l'avortement est interdit, sauf si la vie de la mère est en danger. Mais dans la pratique, il est plus ou moins toléré.
Aux USA, l'histoire de l'avortement est un éternel aller-retour. Depuis 1973, le droit à l'avortement est protégé par l'arrêt Roe vs Wade de la Cour suprême et par le 14e amendement. Mais depuis 1992, la Cour suprême reconnaît aux États le droit d'apporter des restrictions aux conditions d'avortement. Donc, depuis 1992, environ 500 lois ont été adoptées dans les différents États pour réduire les possibilités d'IVG. Par exemple, les notifications parentales dans 33 États ou la notification à l'époux. Au fil des restrictions, dans certains États comme le Mississippi, le Nebraska ou le Missouri, plus de 95% des comtés ne compteraient plus aucune clinique pratiquant l'IVG. En mai 2019, le Sénat de l'Alabama vote la loi anti-avortement la plus répressive du pays. Elle fait encourir jusqu'à 99 ans de prison pour un médecin pratiquant l'IVG et aucune exception n'est possible en cas de viol ou d'inceste. La lutte pour l'IVG est donc constante et continue de nos jours en 2021. Merci à Alexandre Tournier pour ce bilan instructif sur l'IVG. Vous pouvez retrouver son article dans le Cordon Rouge numéro 18 sur le site de la GOF. Plus d'infos en description. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.